vous semblez tous, ou en tout cas un grand nombre d'entre vous, penser que ce scénario de l'effondrement du front russe consécutif à la percée ukrainienne, ça n'est pas une chimère. Il a des chances de se produire. Pour l'évaluer, il faut peut-être comprendre aussi où en est l'état d'esprit en Russie. Pas seulement dans l'armée, mais dans la société russe. De ce point de vue, il y a une étude intéressante parce qu'elle est livrée par un homme dont on a déjà eu l'occasion de parler, qui s'appelle Greg Youdin, qui est un sociologue et qui est assez nuancé dans ses propos, mais qui livre une nouvelle analyse de cet état d'esprit. On va la découvrir et puis on va voir quel impact ça peut avoir effectivement sur ces scénarios. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors qui est Greg Youdin et que dit-il ? Eh bien Greg Youdin a 40 ans, c'est un sociologue russe, philosophe également. Il est professeur à l'école des hautes études en sciences sociales et économiques à Moscou. Il est donc en prise directe avec la société russe et il a une liberté de ton qui peut surprendre. Car Greg Youdin ne soutient pas la guerre. Il a d'ailleurs été arrêté et battu, selon ses mots, par la police de Moscou après sa participation à une manifestation il y a quelques mois. Et selon le site officiel de son école, regardez, Greg Youdin est toujours professeur. Il avait impressionné il y a quelques mois lorsqu'il avait déjà livré une première analyse de l'opinion russe à propos de la guerre. Et cette fois, Greg Youdin dresse une nouvelle fois un constat saisissant. Youdin met en évidence que le mot défaite, proginier en russe, est apparu, proginier. Oh, c'est pas mal. Pas mal. Ah, vous voyez qu'au fil des mois, chacun fait des progrès aussi. On commence à comprendre. Eh bien, ce mot défaite donc est apparu dans le langage russe ces dernières semaines. Je dois avouer que cela arrive maintenant très souvent, explique Greg Youdin. C'est un tournant dramatique par rapport aux premiers mois de la guerre. Et c'est vrai que ce mot défaite, ou les termes échec, perdre la guerre ou bien encore perdre la vie, eh bien on les entend de plus en plus souvent, notamment sur les plateaux de TV de la télévision russe d'État. Écoutez. Нам самыми тяжелыми вообще последствиями в случае нашего проигрыша. Надо допускать проигрыш. Если ты не допускаешь проигрыш, ты не ищешь вариантов. На основании выводов были приняты решения, которые привели к провалу СВО на первом этапе. В этот момент надо понимать, что сегодня вот здесь, среди нас, в Москве, вот тут, среди нас, к которому мы идем по улице сегодня, существует Буданов пообещал при этом и дальше убивать. Это прямая цитата. Пообещал убивать русских в любой точке мира. Et le plus frappant, selon Greg Youdin, c'est ceux qui utilisent ces mots. Il s'agit surtout de ceux qui ont tendance à soutenir Poutine dans cette guerre pour une raison ou une autre. C'est un état d'esprit que j'ai remarqué chez des personnes issues de divers secteurs d'activité, tous plutôt élevés. En clair, ce seraient les élites russes qui commenceraient à douter de la victoire finale. On se souvient des conversations téléphoniques volées d'oligarques proches de Poutine, estimant que la guerre était dans une impasse. Eh bien maintenant, certains d'entre eux ne se cachent plus. Youdin évoque le cas d'Andrei Kovalev. Le voici, c'est un oligarque russe qui a fait fortune dans l'immobilier. Et nous avons retrouvé ses propos cette semaine. Écoutez. Упаси Господь, Россия проиграет. Вырежут всех в ноль. Вырежут в ноль всех. И тех, кто против Путина, и кто за Путина. Всех вырежут. Все мы в зоне опасности, в зоне риска оказались. Greg Youdin perçoit également cette évolution dans l'armée russe. Et oui, au sein des soldats, sur le front ou en réserve. J'ai une bonne connaissance du moral de l'armée russe, explique-t-il. Et il est très bas. Personne ne veut faire partie d'une armée en perdition. Et il rejoint ce que vous exprimiez tout à l'heure sur ce plateau. Je ne serais pas surpris que l'armée russe s'effondre après quelques revers. Et puis Youdin évoque aussi un document, une enquête de Meduza, donc le média Meduza, qui révèle comment le Kremlin préparerait avec ce document, livrerait des consignes pour préparer éventuellement la population à une défaite. Oui, le média indépendant russe Meduza indique s'être procuré ce document officiel envoyé aux propagandistes russes. En clair, les éléments de langage donnés par le Kremlin aux médias d'État. Ce document, nous avons pu le récupérer en partie grâce à notre journaliste Gabriel Metton. Et voici ce qui est inscrit. Il ne faut pas sous-estimer les attentes d'une contre-offensive ukrainienne annoncée avec le soutien des Occidentaux. Et le Kremlin le demande noir sur blanc ensuite. Les faits selon lesquels l'Ukraine est approvisionnée en armes par l'Occident, ces demandes pour la contre-attaque devraient être activement relayées. En clair, il faut expliquer à la population russe que si défaite il y a,
ce ne sera pas à cause de l'armée russe vaillante qui se bat face à un adversaire bien trop puissant. Vladimir Poutine sait qu'il en a besoin, car selon Tatiana Kadjuyeva-Jean, directrice du centre Russie à l'IFRI, la société russe n'est en fait pas aussi homogène et putiniste qu'on le pense. Écoutez. Vous avez une petite minorité qui est vraiment qui est démocratique, qui est libérale et qui n'accepte pas ce qui est en train de se passer. Une autre minorité veut plutôt aller de l'avant et qui estime que ce qui se passe dans le pays, les affaires vont dans la bonne direction. Et entre les deux, vous avez les gens qui sont apeurés, qui sont bernés par la propagande, qui ne comprennent pas tellement ce qui est vraiment en train de se passer et qui surtout, depuis plus de 2 décennies, n'ont vu aucune alternative à Vladimir Poutine. Interview d'Adrien Gindre ce matin. Merci Quentin. Alors c'est vrai que là aussi, on a toujours peur de prendre un peu nos désirs pour des réalités. Je vous voyais réagir, Mélina. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce qui vient d'être exposé, déjà parce que préparer la population russe à un éventuel échec, il y a 2 choses. Il y a effectivement cette idée que si on perd, ce ne sera pas la faute de la Russie, ce sera la faute de l'OTAN, parce qu'en fait tout le monde est contre nous. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que quand on commence à dire, et c'était le cas de Margarita Simonian qui disait et répétait, Margarita Simonian, qui est c'est une des propagandistes. L'une des propagandistes avec Soloviev. D'ailleurs, ils ne sont pas toujours d'accord, mais au final, bizarrement, les intérêts convergent à un moment donné, même quand ils se répondent en étant en contradiction les uns avec les autres. Quand elle dit « attention, on risque de perdre », c'est pas pour démoraliser les gens, parce que derrière, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « la Cour pénale internationale va venir vous chercher, vous, tous les Russes, le balayeur de rue, etc. Vous allez tous finir sous les barreaux à cause de la haie. » Donc finalement, on essaye de renforcer la mobilisation aussi du côté russe, qui peut parfois s'émousser, même si c'est difficilement quantifiable, parce qu'encore une fois, c'est la Russie. Et j'échangeais avec Jérôme Garraud sur ce fil Twitter, Jérôme Garraud, qui est l'envoyé spécial de LCI et TF1 en Russie et dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine. Et je lui demandais si lui, il ressentait ça. Hein. Est-ce que vraiment, il a utilisé le mot fébrilité. Il a dit oui, je ressens une fébrilité chez certains, aussi bien la population que les officiels. Certains disent, même le disent sans aucun problème, qu'ils ne sont pas prêts à une contre-offensive ukrainienne, mais ils me disaient attention. C'est aussi peut-être une intox. Il y a beaucoup d'intox dans ce conflit. On parle de guerre de communication depuis des mois maintenant. Et pourquoi intox ? Parce qu'en réalité, en disant ça, ou en ayant des gens comme Prigojine qui disent « Oh là là, c'est la catastrophe à Bakhmout, on n'a pas assez d'hommes, on n'a pas assez de munitions », est-ce qu'il ne forcerait pas un peu les Ukrainiens aussi à prendre la grosse tête et se dire on va aller enfoncer telle position, et au final, on les attend de pied ferme. Il faut se méfier de toutes les déclarations. Oui, il faut se méfier. On a du mal à voir si effectivement il y a un sentiment, je ne dis pas de désenchantement, mais malgré tout de fébrilité, de nervosité. Est-ce que vous avez des antennes là-dessus, Rim? En fait, il faut prendre une chose en considération. Là où les Ukrainiens ont clairement un avantage sur le côté moral, mental, c'est que les Ukrainiens savent très bien pourquoi ils se battent. Oui. C'est toute la population qui est mobilisée. Et c'est pas parce mais Lina le rappelait tout à l'heure. C'est pas parce que Zelensky leur demande d'aller se battre, ils vont aller se battre, que Zelensky soit là ou pas, parce qu'en réalité, c'est leur maison, c'est leur famille, c'est leurs cousins, c'est leur grand-mère qui sont au front, qui sont nation. Leur nation. Oui, mais Rim, si on persuade les Russes que s'ils échouent en Ukraine, le tribunal pénal international viendrait chercher le chauffeur de taxi jusque dans sa maison, peut-être qu'on arrive à leur insuffler ce mais sentiment d'ailleurs, aussi. c'est pour ça qu'ils utilisent cet instrument maintenant de propagande et de mobilisation. Mais ce que je suis en train de dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tous ces mobilisés dont j'en parlais, qui sont pour la plupart, au moins au début, sont issus des minorités, des classes socio-économiques beaucoup plus basses, qui ont été envoyées comme de la chair à canon, sans préparation, sans bottes comme il faut, sans munitions, etc. Et qui ont raconté à leur famille. On peut leur dire que les Ukrainiens veulent venir vous tuer et l'OTAN est en train de se battre contre nous, mais en fait, il y a aussi le vécu réel de ces soldats au front. Et donc moi, je me pose cette question, c'est-à-dire à un moment, est-ce qu'ils vont pas aussi se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce qu'on fout là en Ukraine ? Pour ceux qui survivent et qui rentrent chez eux, parce que là, par exemple, le renseignement britannique a dit qu'en avril, il y aurait eu 10 000 détenus qui ont encore été recrutés pour éviter une mobilisation générale.
pas sûr qu'ils survivent et pas sûr qu'ils puissent raconter. Ce qui est certain, c'est qu'il y a deux éléments qui ont pu frapper les esprits dernièrement. Vladimir Poutine, dans son discours du 9 mai, il n'a pas dessiné ce que serait la victoire. Il n'a pas parlé de la victoire. Il a simplement dit « nous nous défendons contre une agression », mais il n'y avait pas de perspective de victoire. Soloviev, on l'a entendu aussi hier ou avant-hier, qui lui... alors, c'est pas la première fois, mais dans la façon de le dire, dans la façon crépusculaire de le dire, ils vont venir jusqu'à chez nous. La seule réponse, ce sera l'arme nucléaire. Le tout dit sur un ton, encore une fois, qui ne respirait pas franchement le parfum de la victoire. On sentait là aussi que ce que dit Youdin, c'est-à-dire que cette idée de la défaite, elle semble quand même peut-être, non pas pénétrer les esprits, mais flotter un peu au-dessus des gens. Je ne sais pas si vous avez la même impression ou si on est qualifié pour le dire. Ce qui est intéressant, c'est sur cette idée que c'est une coalition qui se bat contre la Russie. Je vous rappelle que c'était aussi le discours des dirigeants nazis en 1944-45, où 40 États... Il a quand même fallu se mettre à 40 pour mettre la pâtée à l'Allemagne nazie. Il faut quand même se rendre compte que ça représente. Alors à la fin de la guerre... Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas un classique dans les guerres. C'est un classique, c'est de dire, voilà, le monde entier nous attaque. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que s'ils en sont là aujourd'hui, et ça confirme ce que votre analyse, c'est-à-dire, s'ils en sont là aujourd'hui à se dire, ils sont coalisés contre nous et donc on ne peut que perdre, ça veut dire que quelque part, ils ont intégré la défaite dans leur logiciel. Non, pour moi, c'est pile je gagne face tu perds, parce que si jamais ils y parviennent pas, c'est de la faute de l'OTAN. Si jamais ils y parviennent, c'est vraiment des génies, parce qu'ils ont fait face à une puissance mais très largement supérieure à eux, puisqu'ils sont acculés par tout un tas de nations. Juste Dominique et Rime. D'abord, le langage a changé. On parle de défaite, on parle de guerre en Russie maintenant. Le président Poutine lui-même a utilisé ce mot-là. Guerre, ouais. On parle de guerre, donc le langage a changé. Donc la fébrilité, je veux bien y croire, il y a de la fébrilité. Maintenant, je rappelle aussi que ce qui est biaisé dans ce langage, c'est qu'on parle toujours de la Russie qui va perdre, etc. Mais je rappelle que la Russie, elle est en Ukraine. Et que le sujet des Ukrainiens, c'est de reprendre l'Ukraine. C'est pas d'aller prendre la Russie. Et donc, dans les discours, ils cherchent en permanence à jeter le flou. On ne sait plus où on est. Et à installer l'idée que si Kiev gagne, Moscou sera envahi. Oui, c'est l'idée qu'ils cherchent à installer d'une certaine manière, qu'on sent. Oui, Rime. Oui, il y avait juste quelque chose pendant le défilé du 9 mai. On n'a pas eu l'hommage habituel aux vétérans. Et il s'est dit à Moscou que c'est parce que le Kremlin a eu aussi à craindre qu'il y ait les mamans et les papas de ceux qui sont morts en Ukraine qui arrivent avec leurs photos de leurs enfants, et qu'en fait, le peuple ukrainien se prend dans la figure le nombre quand même très grand, très large, très important de pertes. Donc, le peuple russe. Le peuple russe, pardon, oui. Et donc, ça montre aussi une certaine fébrilité au Kremlin. Ils ne sont pas complètement confiants du soutien indéniable de leur population. Un dernier mot, non ? Oui, c'était pour revenir sur le moral des troupes, parce que vous parliez de l'opération Orion 23, j'y étais aussi, et ça rejoint exactement ce qu'on a vécu sur le terrain, parce qu'on parle beaucoup du moral des troupes russes, mais le moral des troupes ukrainiennes, pour un petit peu aussi... que vous avez longuement côtoyé, donc. Ouais, pour équilibrer un petit peu, là, il est temps que la contre-offensive arrive, parce que pendant que les bons éléments, les bons soldats, mais aussi les sous-officiers, les officiers étaient en train de se préparer à cette contre-offensive, c'était essentiellement des mobilisés qui étaient dans les tranchées, qu'on a rencontré beaucoup avec les équipes et qui n'en peuvent plus. Donc il y a ça aussi, il y a vraiment une urgence par rapport à ça, sur ce moral pour le maintenir. Ce qui est intéressant de noter sur ces manœuvres Orion, c'est le nombre de journalistes qui ont été invités, le nombre d'articles qui ont été écrits, et pour moi c'est très intéressant parce que ça montre à quel point aujourd'hui l'armée, mais l'État aussi, prépare les opinions à un changement d'époque. C'est pas un hasard, on y va, on explique qu'on est prêt à faire la guerre, Elle a déjà changé l'époque. Voilà. On est en train, là, de parler de sujets qu'on n'aurait jamais évoqués, qu'on n'aurait jamais imaginé même évoquer. On se prépare psychologiquement à quelque chose. Mais rappelons simplement que l'exercice Orion était prévu depuis 2021. C'est-à-dire que les armées françaises ont anticipé ce qui est en train de se passer pour se préparer. Et ça, il faut... Mais personne n'y aurait prêté attention. Non, exactement. Voilà. Mais on a raison de pointer, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et bien, les armées, c'est ce qu'ils font en permanence. Sur ce mot... Magnifique. Je vous remercie, Dominique. Merci à vous, Mélina. Merci, Jean. Et merci.